Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans l'émission Faut qu'on discute, je reçois un ufologue très connu, qui est Monsieur Gilda Bourdet, qui m'a fait l'honneur d'accepter de répondre aux questions et d'avoir une conversation avec moi. Et je l'en remercie beaucoup. C'est une conversation dont la durée sera d'1 heure, puisqu'on s'est mis d'accord avec Monsieur Gilda Bourdet. Euh, c'est surtout une façon pour moi peut-être de l'écouter, écouter ce qu'il a à dire, résumer un peu sa carrière de chercheur dans l'ufologie, de nous donner quelques anecdotes, quelques pensées, quelques réflexions, quelques réponses à certaines questions. Moi, j'ai quelques questions à lui poser et je les poserai avec grand intérêt et curiosité. Alors moi, les gens le savent maintenant, je suis l'un des membres fondateurs du Cercle zététique. Je suis un zététicien, quelqu'un qui croit aux faits, à la logique, à la réflexion, à l'objectivité autant que faire se peut, et à l'esprit critique. Lorsque j'étais plus jeune et que je lisais des livres, j'en mettrai certains en référence, il y avait des auteurs qui m'intéressaient beaucoup, et je lisais des livres qui dénonçaient un peu le paranormal, tout ce qu'on appelle le paranormal, les pseudosciences, etc. Et dedans, pêle-mêle, on dénonçait soi-disant les maisons hantées, soi-disant les médiums, soi-disant la voyance, soi-disant tout ce qui est paranormal. Et en fait, c'était démonté, debunk en anglais. Aujourd'hui, on dit débunker, mais moi, je n'aime pas. C'était démystifié. Et les explications, elles étaient données dans les livres par des auteurs ou dans des revues scientifiques d'ailleurs. Et moi, je m'intéressais à ça. Et du coup, à force de m'instruire, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de charlatans, beaucoup d'escrocs. Et dans certains livres, bon, il y avait vraiment certains auteurs qui étaient très connus pour démystifier, entre guillemets, l'ufologie, UFO, les ovnis. Et dans les livres que je lisais, il y avait un auteur américain très connu qui s'appelle Philip Klass, et qui lui dénonçait dans ses livres, je vais en mettre quelques-uns ici, les couvertures des livres que je possède, que j'ai achetés, que j'ai lus, et que j'ai lus avec intérêt, et dont je me suis inspiré. Philippe Klass, entre autres, il y avait lui mais d'autres, mais surtout lui à cette époque-là, il a été vraiment connu dans son œuvre de démystification des ovnis, où il expliquait qu'effectivement, les ovnis, bon, on pouvait largement en douter. James Randi a écrit aussi beaucoup dessus, notamment sur le Project Blue Book, etc. Donc il y avait beaucoup d'auteurs que je lisais et qui avaient une certaine réticence à croire au phénomène ovni. Et donc je me suis moqué dans cette période-là, je me suis moqué un peu des ovnis. Aujourd'hui, j'ai changé, j'ai évolué. Je continue de dire que l'astrologie, c'est une ineptie, que les voyants, c'est bidon, que le spiritisme, c'est de la connerie. Tout ça, bien sûr, je n'ai pas changé sur ces domaines fondamentaux. Entre science et pseudoscience, je fais la différence. Mais sur les ovnis, j'ai évolué, dans le sens où aujourd'hui, je dirais, je ne sais pas. Je me pose beaucoup de questions. Je lis beaucoup les scientifiques, les astronomes, les astrophysiciens. Voilà, je m'intéresse beaucoup à l'astronomie. Je lis le système solaire, les galaxies, le télescope Hubble et James Webb et d'autres. Et les découvertes qui sont faites, les distances, tout ça. Évidemment, c'est passionnant. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo là-dessus. Et ce que dit la science aujourd'hui, des gens comme Jill Tarter, par exemple, du programme SETI, ce sont des gens, des scientifiques vraiment que je lis et que j'écoute avec beaucoup d'intérêt. Cela dit, et puis bon, il y a beaucoup aussi de vidéos bidons sur Internet, que je dénonce comme des supercheries à chaque fois. Mais il y a une certaine vérité sur, sur le phénomène ovni que je ne connais pas, que je ne des questions auxquelles on n'a pas de réponse, et ça m'intéresse vraiment de savoir. Alors là, on n'aura pas le temps d'approfondir tous les sujets. On va survoler beaucoup de sujets. Mais j'essaierai vraiment de mettre le maximum de références sur cette vidéo afin que les auditeurs, tous les gens qui s'intéressent, afin qu'ils puissent creuser et faire des recherches plus profondes, plus complètes, et continuer de s'instruire. Parce que tout le monde doit s'instruire dans ce domaine-là. Je ne prétends rien. Je me prétends au contraire élève, étudiant, quelqu'un qui veut savoir mais qui ne sait pas et qui cherche. Attention, en utilisant la zététique, attention les charlatans, passez votre chemin, de toute façon vous ne m'aurez pas, ça c'est certain. Quand je saurai, je dirai. Pour le moment, je questionne. Voilà, donc entretien, conversation avec Monsieur Gilda Bourdet, que je remercie. C'est parti.
Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes dans l'émission Faut qu'on discute. Et aujourd'hui, nous avons une conversation avec Monsieur Gilda Bourdet. Les personnes qui s'intéressent au phénomène OVNI connaissent très bien Monsieur Bourdet, qui est très connu dans le milieu ufologique pour être l'un des auteurs les plus prolifiques en France. Il a écrit des livres dès les années 90, les années 2000, les années 2010. Il va nous en parler. Et Gilda Bourdet est particulièrement un expert, il nous le dira, sur le crash de Roswell qui a eu lieu en 1947. Et je vais lui demander un petit peu qu'il nous raconte, qu'il se présente, qu'il nous raconte un petit peu ses recherches, ce qu'il a compris, ce qu'il a conclu, ce qu'il a découvert et le message qu'il peut laisser. Et bien sûr, au fil de la conversation, je lui poserai quelques questions, des choses qui nous interpellent et que je lui demanderai justement pour qu'il puisse éclairer notre lanterne. Monsieur Gilles Labourdet, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, en quelques mots? Je m'appelle Gilles Labourdet. GILDAS, c'est un prénom breton, je me signale. Et je suis né en 1939, ce qui fait que je suis pas loin de 85 ans aujourd'hui. J'ai fait une bonne carrière, notamment sur les ovnis, mais pas seulement. J'ai fait de la peinture aussi. Et puis, je suis professionnellement, je suis cadre commercial, en fait. J'ai fait l'école HEC et j'ai fait une carrière. Je suis maintenant à la retraite, chez moi à Paris, à Courbevoie. Et voilà, tout va bien pour moi. D'accord, c'est bien. Et d'ailleurs, je précise aux auditeurs que vous avez une page Wikipédia à laquelle j'invite les gens à aller. Exactement. Tout à fait. Et il y a pas mal de renseignements, justement, notamment sur votre production livresque. Et alors, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé au phénomène OVNI, alors, monsieur? Alors, je me suis intéressé à cette question OVNI depuis très longtemps. D'ailleurs, alors que j'étais encore étudiant, et je m'étais notamment j'avais été très intéressé par un livre de Aimé Michel qui s'intitulait Mystérieux objets célestes, qui avait pour sujet une grande vague, c'était la première grande vague d'OVNI qui était apparue en France en 1954, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Et il avait beaucoup étudié Aimé Michel. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Si. C'est connu, c'est une figure historique. Oui. Il est décédé depuis longtemps maintenant. Et ça a été ma première, disons, première prise de contact avec les ovnis, avec l'ufologie. Ensuite, j'ai continué à m'intéresser aux ovnis avec plus ou moins. Je vais passer vite. Donc, je suis devenu étudiant, puis je me suis mis à travailler. Incidemment, je suis allé 3 années aux États-Unis pour me perfectionner en anglais et pour essayer Je voulais par ailleurs, à l'époque, je pensais surtout à devenir artiste peintre. Et je suis allé tenter ma chance là-bas. Ça n'a pas marché, je vous le dis tout de suite. Pas beaucoup. Mais enfin, j'ai quand même fait quelques expositions. On peut voir mes tableaux. J'ai mes tableaux sur un site, comment dire, sur une présentation qu'on peut voir sur Internet. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le lien est sur cette page Wikipédia, le lien vers votre page d'œuvres artistiques. Pour la curiosité des auditeurs, ils peuvent aller voir mes tableaux. Ça leur plaira peut-être. À ce moment-là, on pourra discuter s'ils veulent que j'en parle. Mais pour le moment, nous sommes sur les ovnis. Bon, j'ai quand même fait quelques tableaux, mais très peu sur les ovnis. J'en ai vendu un, il n'y a pas longtemps, que j'ai montré l'année dernière dans une exposition et qui a été acheté par un ami ufologue qui s'intitule l'OVNI de l'Arizona. C'est un tableau que j'aime bien. Voilà. On peut le voir aussi sur mon site web.
je ne sais plus comment l'appeler ça. D'accord, oui, puis je mettrai le lien. Oui. Me présenter un petit peu généralement. Mm-hmm. Et puis maintenant, j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux ovnis dans les années 80, par là, pour de bon. Je m'intéressais davantage à ce moment-là à l'astronautique, la conquête de la Lune. Ça m'avait passionné, ça. Et puis, en 1969, 68, 69, il y avait eu un coup d'arrêt aux enquêtes sur les ovnis aux États-Unis parce qu'ils avaient créé une commission, la commission Livre Bleu, ça s'appelait, Blue Book, qui a étudié les ovnis, et ça a été mené par un professeur, le professeur Condon, physicien. Mais en 1969, le professeur Condon et ses collègues ont publié leurs conclusions qui étaient négatives. Ils ont dit non, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Et c'est paru. J'ai ce livre dans l'édition Brochet et puis dans une édition publiée par le New York Times à l'époque. Ça a fait un petit peu de bruit quand même. Hein. On était en 1969 à ce moment-là. Mm-hmm. Voilà. Et je m'intéressais comme ça, sans vraiment m'investir à fond. Mais il y a eu un changement important, c'est que en 1972, il y avait l'astrophysicien, qui était chargé de superviser cette enquête sur les ovnis, qui a publié son propre livre en 1972 et qui, je suis en train de... J'ai une mauvaise mémoire des noms, voilà que son nom m'échappe tout d'un coup. Pardon, Alan Hynek. Hynek, vous voulez dire Hynek, c'est ça? Voilà, Alan Hynek. Et il a publié un livre en 1972, déjà, voilà, qui a été vite traduit en français par les éditions Belfond et que l'on peut encore trouver sans doute, même sûrement sur le web. Et là, ce livre, ça a vraiment, pour moi, été une révélation. Je me suis dit, mince alors, voilà que l'astronome, l'astrophysicien scientifique chargé des ovnis, des enquêtes ovnis, contredit le rapport Condon et dit, mais moi je ne suis pas d'accord. J'ai étudié les ovnis pendant 20 ans et je suis convaincu qu'ils existent. Ah bon? Donc là, il y a eu un tournant important en 1972. Entre parenthèses, il avait pour assistant à l'époque quelqu'un qu'on connaît bien en ufologie qui s'appelait Jacques Vallée. Je pense que ce nom vous dit sans doute quelque chose. Oui. Et il a écrit pas mal de bouquins ensuite, Jacques Vallée, qui étaient d'ailleurs assez ambigus souvent. Il ne croyait pas trop, faisait mine de ne pas trop croire à l'hypothèse dite hypothèse extraterrestre, HET, en abrégé. Mais en réalité, il savait bien, je pense qu'il jouait un peu un rôle. Hein. Et il penchait vers des hypothèses un peu plus ésotériques que l'hypothèse de visiteurs extraterrestres. Il penchait vers l'idée qu'il y avait d'autres dimensions, un monde paranormal, que les ovnis venaient peut-être de là, etc. Donc c'était déjà très complexe à ce moment-là. Là, je vous parle de la situation telle qu'elle était, donc dans les années 70. Et alors ensuite, j'ai commencé, là pour le coup, ça m'a secoué quand même ce livre de Alan Hynek, et je me suis dit, mince, alors il y a quelque chose, il y a sûrement quelque chose. Et je me suis mis à étudier de plus près. J'ai commencé à étudier de plus près l'ufologie, notamment américaine, parce que c'était la plus active à l'époque, hein, avec les Britanniques aussi. Bon, il y avait aussi d'autres pays, notamment j'ai fait la connaissance d'un Russe qui s'appelait Boris Churinov, qui a été invité à la télévision française, dont j'ai fait connaissance avec un ami ufologue qui s'appelait Jean-Pierre Petit, que certains connaissent peut-être. Oui.
Et bon, il nous a dit, on avait dîné ensemble après cette réunion, donc cette émission, et ils avaient dit, moi, non, les ovnis, ça m'intéresse pas. Donc, j'étais en train de vous raconter que je me suis mis à étudier vraiment sérieusement les ovnis vers la fin des années 80, disons. D'accord. Et j'ai rencontré pas mal de gens, des gens qui m'ont bien aidé, comme il y avait attendez, je ne vais pas citer tous les noms, Joël Ménard particulièrement, D'accord. et d'autres. Bon, et puis j'ai commencé à vraiment écrire sur le sujet, et je suis devenu un correspondant du MUFON, le MUFON UFO Network. Et puis j'ai écrit un premier livre qui est paru en 1994, intitulé Enquête sur l'existence d'êtres célestes cosmiques, qui était publié chez Philippe Aki, avec un certain succès d'ailleurs. Il a été réédité beaucoup plus récemment. C'est un autre éditeur sous le titre Vision céleste, vision cosmique. On peut le trouver encore assez facilement, je pense. Vision céleste, vision cosmique au pluriel. Je me permets de signaler, de recommander à ceux qui ont vraiment envie de s'intéresser au sujet. Voilà. J'avais publié un certain nombre d'autres livres. Le livre suivant, c'était sur l'affaire de Roswell, que j'avais beaucoup travaillé. Je suis allé aux États-Unis à l'époque, c'était en 1995, et je suis allé visiter le nouveau musée de Roswell, où j'ai eu un entretien très intéressant avec l'un des officiers qui avait traité l'affaire crash de Roswell qui avait eu lieu en 1947. C'est peut-être un peu confus ce que je raconte, mais c'est un petit retour en arrière. Il y a eu un événement très important, c'est en 1947, une vague d'ovnis très considérable, la première grande vague d'ovnis aux États-Unis, et un peu partout. Et il y a eu, on le suppose, un crash d'ovnis qui a été annoncé par la base des bombardiers atomiques de Roswell à l'époque. Mais ils ont fait une annonce à midi, qui a été publiée par toute la presse. Nous avons trouvé un de ces ovnis dont tout le monde parle, ces soucoupes. Nous avons récupéré, et puis en fait, le message c'était nous avons tout ramassé, circulé, il n'y a plus rien à voir. En fait. Et parce que ça commençait à se répandre dans la région. Et puis, le soir même, ça a été démenti par le commandant de la région aérienne, le général Ramey, son bureau de Fort Worth au Texas. Il a dit non, mais les enfants, ils se sont trompés là. Ce qu'ils ont ramassé, c'était un ballon météo avec sa cible radar. Et ça a enterré l'affaire pour des années. Voilà. C'est très curieux comme histoire. Parce que, en fait, au bout de quelques années, ça a commencé à remonter comme un cadavre qui remonte. Et c'est devenu une affaire énorme, en fait. Voilà. Et ce qui nécessite d'enfler. Et il y a beaucoup d'enquêteurs, certains vraiment très, très compétents, très, très motivés. J'en ai rencontré un certain nombre, comme Kevin Randall et Donald Schmitt, par exemple. C'est un premier livre qui, à mon avis, c'était un livre tout à fait excellent, qui s'appelait UFO Crash at Roswell. Mais ensuite, il y a eu des grosses complications. Ils ont été un peu ils ont été mal informés par des témoignages plus ou moins douteux. Ils ont fait un deuxième livre qui était moins bon. Mais ça a été repris ensuite. Ils se sont séparés, ces deux auteurs, Kevin Randall et Donald Schmitt. Et Kevin Randall a continué. Non, c'est Donald Schmitt qui a continué avec un autre enquêteur excellent, Tom Carey. Je les connais tous, je les ai rencontrés, tous ces gens-là.
D'accord. Ils ont fait une bonne équipe, ils ont continué à travailler. Je signale un livre qu'on peut encore trouver assez actuellement, je cite juste un livre, Les enfants de Roswell. Se sont spécialisés sur les enfants des familles, des paysans de la région, des officiers, des militaires, qui ont apporté des témoignages très intéressants. Enfin, voilà, c'est une histoire très complexe. Personnellement, je suis convaincu qu'elle est vraie, mais que on est encore loin de tout savoir sur cette affaire. Qu'est-ce que c'était que cet ovni? Et puis d'où venaient on est encore aujourd'hui. Allez, j'élargis ma question tout de suite. La question, c'est s'il y a des ovnis, d'où viennent-ils? Ben, on n'en sait rien, en fait. On n'en sait rien du tout, en réalité. En tout cas, s'il y a des gens qui le savent, ils ne le disent pas. Hein, parce qu'il y a encore comme un gros manteau de secret sur la question des ovnis. D'accord. Ça, c'est ma petite introduction. Maintenant, je vous propose de me relancer, si vous voulez. Oui, alors avec plaisir. Ben, justement, si vous pouviez nous donner quelques éléments sur l'affaire de Roswell, après on parlera d'une autre affaire, mais sur l'affaire de Roswell, en quelques mots, si vous deviez la résumer, puis donner votre avis dessus, d'expert, puisque on peut considérer que vous êtes un expert sur cette affaire-là. On peut le dire, oui. Oui. On peut le dire parce que j'ai écrit un livre qui a été réédité, complété, remanié, refait plusieurs fois. Le dernier en date, d'ailleurs, est encore certainement disponible en librairie, qui s'intitule très modestement, ça c'est le titre de l'éditeur, Roswell, la vérité. Oui. Cette édition... Édition L'Archipel, mai 2017, d'après la page Wikipédia. C'est amusant parce que c'est le fils de cet éditeur et le fils du premier éditeur qui s'appelait Jean Daniel, qui s'appelait Belfond. J'ai oublié le prénom. Lui, c'est son fils, il s'appelle Jean-Daniel Belfond, et qui m'a publié 2 fois. Et là, c'est lui, là, il y a 2 ans, il m'a dit « pourriez pas refaire un livre sur Roswell ?» J'ai dit « ah ben oui, pourquoi pas, allons-y ». Et donc, je vous le signale, c'est un livre qui est facile à lire. J'ai beaucoup élagué, il y avait des pointus et complexes dans les éditions précédentes, notamment sur les fameux ballons Mogul, etc. Et sur la fameuse scène la fameuse divulgation d'une autopsie du crâne. Pour vous dire les choses, je suis tout à fait convaincu, et même certain, c'était de la désinformation pure et simple. C'était pour démolir l'affaire de Roswell, et puis parce que le secret persiste encore. Il faut être simple. Là, il y a une politique générale du secret qui a démarré il y a 60 ans, hein, mais qui est en train d'être partiellement soulevée, en partie seulement. Hein. Tout se passe comme s'il y avait des polémiques assez sévères à l'intérieur, derrière les murs du monde militaire, entre les gens qui sont partisans de la divulgation, disons, progressive du secret, et des gens qui ne se veulent pas du tout, qui sont tout à fait hostiles. Et on continue à avoir des opérations de désinformation. J'en ai évoqué une déjà, qui était celle de la divulgation d'un soi-disant autopsie d'un extraterrestre de Roswell, qui a fait énormément de bruit en 1995. Peut-être que vous vous en rappelez. Oui, j'avais acheté la cassette vidéo à l'époque. Et bon, moi, je suis tout à fait certain, avec la plupart des autres ufologues sérieux, que c'était une opération de désinformation, hein, que ce n'est pas un vrai cadavre. D'accord. C'était très bien fait, d'ailleurs, en parenthèse. Et ça a très bien marché. Et puis, il y en a d'autres, hein, il y a pas mal d'autres opérations. Il y en a une récemment, je sais que vous m'en avez dit un mot déjà, en me posant des questions. Oui. Il y a une journaliste américaine qui s'appelle Annie Jacobsen.
Oui, c'est ça, Annie Oui. Jacobsen, qui a publié un livre il y a peut-être 2-3 ans, dans laquelle c'était une enquête sur la zone 51, dont on a beaucoup parlé, beaucoup trop d'ailleurs par rapport à toute cette histoire de Roswell. C'est une autre histoire, la zone 51. Et on peut en reparler si vous voulez d'ailleurs. Et elle raconte dans son livre qu'elle a recueilli des confidences, si on peut dire, d'un ancien ingénieur de cette zone 51 qui lui a raconté, soi-disant, la vérité sur l'affaire de Roswell. Chez moi, on va dire tout de suite que pour moi, c'est de la rigolade, hein, cette explication. C'est de la rigolade pure et simple. Cette explication est que en 1947, en 45, 46, 47, les Américains avaient mis la main sur des prisonniers handicapés, des prisonniers japonais handicapés, qui avaient une grosse tête, si je puis dire. Et ils ont eu l'idée géniale de faire des essais en altitude sur ces malheureux, à bord d'une espèce d'aile volante. Enfin, c'est une histoire rocambolesque. Elle a été publiée pour la première fois par un journaliste anglais qui s'appelle Nick Redfern, qui a émigré aux États-Unis. Et ça a été repris par cette Annie Jacobsen et son informateur. Et alors, ils ont fait des essais de je ne sais pas, d'irradiation en vol. Il y a plusieurs versions. Ça, c'est la version Redfern que je vous signale. Et là, ils ont eu un accident. L'avion, c'était une espèce d'aile volante qui s'est écrasée dans la région de Roswell. Et c'est ça, raconte cette histoire, que les aviateurs de Roswell ont découvert en 1947. C'est complètement loufoque comme histoire. Ça ne rime à rien. Et ça ne correspond pas du tout à tous les nombreux témoins. Et j'en ai rencontré de nombreux. Il y a au moins une centaine de témoins, je ne les ai pas tous vus, mais j'en ai vu quelques-uns, et qui racontent une histoire d'un véritable crash d'OVNI qui a été récupéré en 1947. Et c'est quand même, ça reste un événement fondateur, je dirais, de toute la saga des ovnis. D'accord, oui. Si je peux me permettre, j'ai quelques questions à vous poser. Par exemple, que pensez-vous de Bob Lazar, qui est très connu dans les milieux Ah oui, alors Bob ufologiques? Lazar, je ne le connais pas, je ne l'ai pas rencontré, mais je connais des Oui, gens qui l'ont connu. oui. C'est un type assez sympathique, semble-t-il, mais qui raconte pas mal d'histoires. Alors, le problème, là, vous ouvrez un autre chapitre qui est le problème des... Bon, nous venons de parler là, assez longuement des sceptiques qui racontent, qui posent des pots de banane, notamment les militaires, ceux qui veulent maintenir le secret, il y en a. Et d'autre part, de l'autre côté du filet, si je puis dire, les allumés. Il y a pas mal d'allumés. Il y a des gens qui racontent des histoires fantastiques, qui disent, il y en a qui racontent qu'ils ont été embarqués pendant 20 ans dans l'espace, à bord d'engins spatiaux humains, hein, mais ultra top secrets, et qu'ils ont été ramenés dans le temps à leur point de départ, hein, des choses comme ça. Je vous cite la Corey Good, par exemple, et il y en a d'autres. Et là, on est sur un autre terrain, c'est celui de des raconteurs de boniment. Il y en a pas mal, hein. Il y en a un sacré paquet. D'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai tendance à être indulgent pour les sceptiques, parce que je sais à quel point ça a été dur, même pour des gens comme moi qui étaient très motivés. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des moments où on était vraiment... on en avait marre, quoi. Hein. Ah oui. Parce qu'il y a eu des bêtises. Il y a eu énormément de bêtises qui circulent. Et encore, oui. Là, on peut développer un peu si vous voulez, mais ça, disons que je ne suis pas très à l'aise parce que je n'ai pas envie de citer trop de monde. Il y a des gens dont je suis encore plus ou moins ami. Oui, d'accord. Mais alors, par exemple, sur Travis Walton. Travis Walton, oui. Ben, c'est un cas tout à fait intéressant de
d'enlever l'enlèvement supposé d'abord d'un ovni. Ça a été très bien étudié par pas mal de gens et on le connaît bien, hein, Travis Walton. Il y a eu au moins 2 livres, j'en ai lu au moins 1 ou 2, je ne sais plus, au moins 1. Et c'est vraiment intéressant comme histoire. Moi, je ne rigole pas, ça ne me fait pas du tout ricaner cette affaire-là. D'accord. Donc, vous, quelle est votre position? Vous qui, après 40, 50 ans d'études sur le phénomène OVNI, vous pensez que cet homme-là ne raconte pas d'histoire et qu'il a vraiment été embarqué dans une soucoupe volante, ou en tout cas dans un engin? Oui, je suis tenté de le croire, mais je n'ai D'accord. pas une certitude, hein. Quand on n'est pas sûr, on n'est pas sûr. D'accord, d'accord. Vous n'avez pas eu l'occasion de le rencontrer, ce monsieur? Non, D'accord. non. D'accord. Alors, une question qui me vient souvent, par exemple, bon, vous savez, on regarde les documentaires des scientifiques, les scientifiques qui sont connus, par exemple, vous avez Neil deGrasse Tyson aux États-Unis Oui, qui est très connu, vous oui, avez le programme SETI, vous oui. avez Carl Sagan, vous avez donc Alors, Séti, je peux vous en dire un mot parce que Ah oui, j'ai rencontré dans une de mes nombreuses réunions ufologiques, notamment en Italie, j'ai été beaucoup invité en Italie et j'y ai rencontré euh, un des pères de la recherche SETI. C'était, comment il s'appelait, c'est l'équation de Drake, c'est Frank Drake, oui, c'était un astronome américain qui affectait d'être plutôt sceptique, même tout à fait sceptique sur les ovnis, mais qui ne l'était pas en réalité, parce que j'ai passé 3 jours avec mes amis, ça se passait à cette petite principauté italienne de, alors bon, le nom m'échappe à présent, c'est effrayant, euh, qui faisait chaque année une réunion sur les ovnis. mhm, Et il était venu là, hein, en grec. Il y avait une journée sur SETI, il était invité pour ça. Puis il y avait une journée ou deux sur les ovnis, et il est resté 3 journées. Et à la fin, quand on est reparti le matin, on attendait le taxi à l'hôtel, et il m'a demandé une copie de mon étude sur les ovnis, de ce que je présentais cette année-là. J'avais fait une comparaison sur l'évolution du sujet des ovnis dans la presse américaine, le New mhm. York Times précisément, et le journal français Le Monde. Alors ça l'intéressait, parce que c'était bien documenté. Voilà. Donc lui, c'est un exemple typique, je trouve, d'un scientifique de haut niveau réputé, qui, mine de rien, s'intéressait beaucoup aux ovnis quand même, hein. Il y en a eu d'autres comme ça, hein. Oui, oui. Mais en tout cas, pour revenir au programme SETI, on est d'accord que il y a des fonds qui sont alloués pour la recherche, notamment, bon, Carl Sagan, on le connaît, qui a vraiment travaillé dans ce Carl domaine-là. Sagan, c'est le même genre. Il a fait Oui. être sceptique sur les ovnis, mais ça l'intéressait beaucoup. Ah oui, ça l'intéresse. Mais justement, en tout cas, eux qui cherchent, notamment grâce aux télescopes, il y a des télescopes de plus en plus puissants et puis qu'on envoie dans l'espace, ils sont à la recherche de civilisations extraterrestres, ou en tout cas de signes par les ondes radio, ou des tas de... Absolument. Et or, vous seriez d'accord avec moi que pour le moment, en tout cas cette communauté scientifique activement à la recherche, ils n'ont pas trouvé de traces de civilisation extraterrestre ou d'extraterrestres. Ils n'en ont pas encore trouvé, ils n'ont pas vu j'allais dire, d'engins ou En effet. de présence intelligente Oui. ou de civilisation développée. Alors, Oui. moi, ma question, elle est celle-ci. Comment on peut réconcilier le fait que, justement, notamment par vos recherches, vous dites, voilà, il y a un engin, par exemple, en 1947 qui s'est écrasé à Roswell, par exemple, avec le Oui. fait que ceux qui cherchent ne voient pas par où ils passent et d'où ils viennent et comment vous pouvez Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Forcément, la science, enfin l'astronomie et l'astrophysique nous expliquent que nous, on est un petit système Oui. solaire aux confins de la galaxie, etc. Donc, de toute façon, les distances sont C'est énorme. gigantesques, Oui. énormissimes, tout ça. Et donc, ceux qui viennent, s'il y en a qui viennent, ils ont forcément des technologies largement supérieures aux nôtres. Oui. Et Tout alors, à fait. comment on réconcilie les deux, justement, puisque on n'a pas, vous voyez? C'est-à-dire que il y a encore des grands percées scientifiques à attendre
qu'on voit poindre un petit peu. Il y a eu des théories un petit peu encore marginales ou très, très spéculatives, comme les théories dites des supercordes, par exemple, dans lesquelles on imagine qu'on a supposé qu'il peut y avoir d'autres dimensions, l'univers d'autres dimensions, qu'il peut y avoir peut-être un monde parallèle ou quoi encore, et qu'il y a peut-être moyen de voyager, de dépasser, de contourner des obstacles comme cette fameuse vitesse de la lumière. Donc, en réalité, on est vraiment au bord d'un océan, là. On est avec plein de questions encore. Ah oui. Et les ovnis, ben oui, on n'a pas les réponses. La question fondamentale, c'est qui sont-ils, d'où viennent-ils? Ben, on ne sait pas. On n'en sait rien. Voilà. Enfin, moi, je ne le sais pas, en tout cas. S'il y a des gens qui savent, ils le cachent bien. D'accord. Alors justement, à ce propos, il y a aussi quelque chose qui m'intéressait. Oui, je vais rajouter autre Oui, chose, à allez-y, moins que vous m'autorisiez à le dire tout de suite pour allez-y, avec élargir plaisir. encore un coup. C'est que je suis persuadé, comme beaucoup, qu'il y a une longue histoire secrète et qu'il y a eu des observations il y a longtemps déjà et que ça a quelque chose à voir avec l'apparition des religions. Vous voyez. Donc c'est un sujet très très chaud, surtout à l'heure actuelle. Ah oui, Voilà. d'accord. Mais alors, moi, il y a aussi une question que je me pose. Vous parlez des services secrets ou des militaires qui auraient des informations qu'ils refusent de divulguer. Mais moi, je me suis demandé, lorsqu'un gouvernement, ou en tout cas, ou on va dire des services secrets ou militaires, veulent cacher des informations sur ce que eux font, s'ils ont une Oui, opération ou s'ils construisent une oui, hôtel, ce qu'ils font, ils le maîtrisent, ils peuvent le cacher. oui. Mais comment, par exemple, un gouvernement d'un pays, quel qu'il soit, par exemple les États-Unis, pourrait envisager même de cacher une information qui ne dépend pas d'eux, qui leur est supérieure, notamment l'arrivée d'OVNI. Par exemple, si la CIA, on va dire, elle refuse de donner les informations sur Roswell, Oui. comment peuvent-ils savoir s'il n'y a pas un OVNI qui viendra demain, par exemple, en Argentine ou à Moscou, et donc ils ne pourront pas contrôler l'information ni la cacher, vous voyez? Oui, Ça m'a toujours interpellé, ça. je ne sais pas. Cette question est difficile. Euh, il y a aussi du secret dans les autres pays, Mhm. même en France. Même en France. Non, mais alors, justement, on peut citer la Russie, puisque j'avais rencontré un ufologue russe, Boris Churenov. À l'époque, il avait été invité sur un plateau de Christophe de Chavannes. J'y étais avec Jean-Pierre Petit. Et Petit voulait absolument rencontrer Churenov à la fin de la réunion. On l'avait fait, on avait dîné ensemble. Et Petit avait dit à Churenov, ah, mais il faut absolument que vous lisiez le livre de Gilda Bordet. Mhm. Il était presque bilingue, Churenov. Et ça ne l'intéressait pas, non. Mais quelque temps, moins d'un an plus tard, il m'a appelé, Churenov, il m'a dit, mais j'ai lu, je l'ai acheté en repartant à Moscou, je l'ai lu et c'est très intéressant. Alors voilà, je vous fais une proposition. Je suis invité à une très grande réunion qui va avoir lieu au Brésil à la fin de l'année. Si vous voulez, je peux essayer de vous faire inviter. Je lui ai dit, ben d'accord, volontiers. Et il l'a fait et ça a marché. Et c'est comme ça que j'ai été invité. J'ai eu ma première grande invitation à l'étranger. C'était à Brasilia, en je ne sais plus quelle année. Mhm. Et donc, ça m'a fait entrer dans le grand bain, si on peut dire, de l'ufologie internationale. Je dis ça en passant, mais je ne sais pas si ça répond à votre question, mais un petit peu quand même, parce que j'ai rencontré pas mal de gens de différents pays, Mhm. notamment pas mal d'Américains. Je pense tout d'un coup à un physicien qui s'appelle Bruce Maccabee, qui est assez connu. C'est un physicien très officiellement reconnu aux États-Unis. Il est discret sur les ovnis, mais il est très très calé sur les ovnis. Voilà. Donc, en fait, il y a une sorte de, comment dirais-je, de politique de confidentialité qui prévaut quand même encore largement dans
la plupart des pays, en fait. Bon, la France, c'est un peu particulier parce qu'il y a eu des tentatives d'ouverture avec le service d'enquête officiel qui a travaillé un certain temps, qui s'est un peu refermé ensuite. Maintenant, c'est un peu en sommeil. Mais en parallèle, il y a eu un comité d'études qui s'est appelé le Cometa. Ils ont publié un rapport, le rapport Cometa. C'était un groupe dirigé par un général d'aviation que j'ai rencontré. On a déjeuné ensemble et tout. Donc, alors, vous voyez, c'est ambigu tout ça. Il y a une politique de confidentialité, mais qui est de temps en temps qui est un peu contournée comme ça par des gens qui se décident de faire quand même une étude et une publication, vous voyez, comme le Cometa, par exemple. On en est là. Oui, bon, d'accord. Alors, j'ai une autre... Je suggère la lecture de ce rapport Cometa, qui a été publié dans un premier temps par le magazine, comment il s'appelait, je ne sais plus, mais qui a été republié sous forme de livre. Le rapport Cometa, les ovnis, à quoi faut-il les ovnis et l'armée, à quoi faut-il se préparer? C'était ça le titre à peu près. Il faut le signaler au passage. D'accord. Je l'ai. Voilà. J'ai l'édition sous la main. J'ai donné presque tous mes livres, mais il m'en reste encore quelques piles. Alors, les ovnis, le rapport Cometa, les ovnis et la défense, à quoi doit-on se préparer? Aux éditions du Rocher, avec donc en particulier le général donc le général Letty, Denis Letty, c'est ça. C'est un bon livre, hein, c'est pas mal. Hein. Pour ce qui est des bons livres, je vous en cite un au passage aussi que je trouve bien fait, qui est celui d'une journaliste américaine qui s'appelle Leslie Kean, que je connais, et c'est moi qui ai traduit son livre, qui a été publié chez Dervy, il n'y a pas si longtemps, qui s'intitule « OVNI » au pluriel, « Des généraux, des pilotes et des officiels parlent », avec une préface de Jean-François Kertois, astronaute quand même. Hein. Oui, Et alors, tiens, justement, j'ai envie de dire quelque chose, puisque nous bavardons. Cette Leslie Kean a été la compagne de l'ufologue et enquêteur sur les enlèvements Bud Hopkins, américain, qui a publié qui est très connu. Et je me souviens qu'on a même dîné ensemble un soir à une réunion de l'organisme italien en Italie avec Bud Hopkins, Leslie Kean, et puis il y avait l'anglais, je ne sais plus, son nom m'échappe encore aussi. Et on avait parlé toute la soirée des enlèvements, en fait. Dans son livre, je le souligne en passant, elle ne dit pas un mot des enlèvements, Leslie Kean. Vous voyez. Donc, il y a ce que l'on dit, il y a des gens qui savent des choses et qui ne les disent pas, et puis il y a les bavards qui ne savent rien et qui parlent tout le temps, n'est-ce pas? D'accord. Alors, peut-être que vous pensez que je suis l'un de ceux-là. Non. Non. Je crois que j'ai quand même appris des choses. Oui. Alors, il y a une question que j'ai envie de vous poser, parce que, bon, en tout cas, moi, elle m'intrigue. Par rapport, donc, encore une fois, aux connaissances scientifiques qui, pour le moment, ne parviendront pas à expliquer comment une autre civilisation est capable d'envoyer un engin sur la Terre. Oui. Alors, est-ce que vous, par rapport toujours à Roswell, pensez-vous que
en 1947, ça n'est pas seulement un engin qui s'est écrasé, mais que des êtres, on va les appeler des êtres ou des aliens, je ne sais pas comment on doit les appeler, ont été récupérés. Oui, je pense qu'on a récupéré. Vous pensez? Oui, oui, j'en suis même certain. Enfin, si on peut être certain de quelque chose, parce que je sais que... Moi, j'ai rencontré, je vous ai parlé de Walter Haut, qui était à l'époque l'officier de communication de la base de Roswell, au service du colonel Blanchard, qui a fait par la suite une très belle carrière, d'ailleurs, jusqu'au sommet de la pyramide militaire. Le colonel Blanchard. Lui, Walter Haut, il s'est retiré assez rapidement. Il est devenu marchand de phare par tableau. Et il est resté à Roswell. Et il est devenu, longtemps après, dans les années 90, le directeur du jeune musée de Roswell. Je l'ai rencontré là en 1995. Et oui, je pensais tout de suite à Walter Haut parce qu'après sa mort, au début des années 2000, lui, il m'en a pas parlé. Mais sa propre fille, qui est devenue directrice du musée, que j'ai rencontrée par la suite, elle a publié son testament, si on peut dire, post-mortem, dans lequel il racontait que son fils, le colonel Blanchard, l'avait emmené brièvement au hangar où on avait entreposé, non pas l'OVNI qui avait lui-même éclaté, mais qui était une sorte de nacelle de sauvetage qu'on avait récupéré dans la région et qu'on avait amené là, et il y avait des cadavres. Il a confirmé ça, mais je le sais par d'autres sources, par plusieurs sources, mais celle-là, je la considère comme très fiable. Il y a eu des cadavres. Alors, qu'est-ce que c'était que ces cadavres? C'est la même chose, on ne sait pas, on n'en sait rien en fait. Est-ce que c'était des vrais extraterrestres? On n'est pas sûr. Voilà, là, je m'aventure sur un terrain un peu scabreux, mais vous savez, quand on commence à vraiment étudier tout cela, on s'aperçoit qu'il y a des rumeurs, des gens qui sont persuadés, qui ont des arguments selon lesquels on a affaire éventuellement à des êtres qui ne sont pas vraiment humains, quoi, qui sont, pour certains, qui sont des êtres un peu, comment dirons-nous, fabriqués, qui ont été conçus. Ah oui. D'origine artificielle. C'est dingue, hein? Non, mais c'est pour ça que ça fait très peur, tout ça. Et on s'aventure là-dessus. Les officiels, les gens des médias dits sérieux, tout ça, avancent là-dessus très, très, très prudemment. Voilà. D'accord. Parce que moi, voyez-vous, et je pense que ma question, elle est, entre guillemets, pas si bête que ça. Je me pose la question, si vraiment, donc, une civilisation très performante technologiquement envoie un ou des vaisseaux sur Terre, dont un qui s'écrase avec des êtres qui restent en tout cas prisonniers sur la Terre, sur la planète Terre. J'ajoute, en une seconde, on peut même se demander si ils n'ont pas fait exprès, là, si c'était pas une... Ah oui, d'accord, parce que moi, ma question, c'est pourquoi, depuis, il n'y a pas je veux dire, ils ne sont pas venus, entre guillemets, récupérer ou en tout cas sauver leurs congénères, ou en tout cas, ils ne sont pas revenus depuis. Je viens de vous suggérer une piste de réflexion. C'était peut-être un accident délibéré pour nous montrer des choses et nous nous poser des questions. Nous, les humains. D'accord. Ah ouais. C'est quand même, attention, là, on est en train de passer à l'étage supérieur là, de la réflexion. D'accord. Et alors justement, cette réflexion-là, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à ceux qui écoutent et qui sont intéressés, qui veulent en savoir plus? Quelles pistes peuvent-ils suivre? Comment, vous voyez, comment s'informer? Comment savoir plus? Parce que si en plus, comme vous dites, il y a des choses qui nous sont cachées volontairement. Donc, comment savoir? Parce que c'est évidemment des questions qui nous intéressent. Ouais, non. Il y a des chercheurs un peu au courant. Hein. J'ai la faiblesse de me considérer comme tel. On peut éventuellement lire un de mes bouquins, mon dernier bouquin, par exemple.
qui s'intitule... alors, c'était... je vais vous en citer deux, mais il y en a un autre, Vision cosmique, ça donne une idée assez historique, dans la longue perspective historique. Parce que, oui, je pense que les ovnis, ça fait partie d'une très longue histoire. D'accord. Et vous, votre méthode de travail, c'était rencontrer les témoins, parce que justement, vous m'avez parlé de Joël Ménard tout à l'heure. Oui. Joël Ménard, dont j'ai écouté plusieurs de ses émissions, il était très intéressé par justement les témoignages, lui. Oui, est-ce que vous... J'ai fait des enquêtes avec lui, d'ailleurs. Ah bon, d'accord. Et vous pouvez nous en parler un peu? J'ai pas beaucoup enquêté. J'en ai fait un peu, oui. On est allé ensemble en Normandie. Une fois, je me souviens, on a rendre visite à un témoin. On est allé en Angleterre aussi ensemble voir ce fameux film de l'autopsie. Ah On oui. est revenu très dubitatif à l'époque. Ah oui, lui non plus, n'y croyait pas trop à la réalité de ce film? Ah si, il croyait tout à fait aux ovnis, mais oui. Je disais sur ce film de l'autopsie d'un extraterrestre apparu bizarrement en 1995, on est tous restés, tous les ufologues un peu sérieux sont restés tout à fait dubitatifs sur ce film. Voilà. D'accord. Ah oui, donc, oui. Je ne sais pas, là on sait un peu, je n'ai pas répondu à votre question, peut-être pas. Il y a différentes façons d'aborder le sujet. Il y a la lecture de quelques grands bouquins, je me permets de suggérer. Et puis, il y a des prises de contact avec des enquêteurs, mais malheureusement, actuellement, j'ai un petit peu perdu le fil de contact. J'ai plus beaucoup de contacts en ce moment. D'accord. Alors, il y a une autre histoire dont vous parlez, enfin, moi, je vous l'ai dit, hein, j'ai écouté beaucoup des émissions parce que vous êtes quelqu'un qui a été très médiatisé, donc vous êtes passé souvent dans des émissions de radio, entre autres, et beaucoup sont accessibles d'ailleurs aujourd'hui sur YouTube ou sur Internet, et on a possibilité de télécharger beaucoup d'émissions où vous êtes passé, et je les ai écoutées avec intérêt. Et il y en a une où vous parlez de l'affaire de Varginha au Brésil. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus, sur cette histoire? Je connais l'un des enquêteurs d'ailleurs, qui était le docteur Roger Lair, qui est allé à Varginha. Alors ça, j'ai bien connu le docteur Lair pendant une dizaine d'années. Il est mort, il est décédé maintenant. Il était très malade du cœur, mais il a fait des enquêtes approfondies sur les implants qui auraient été dotés de certains enlevés, les implants. Et il était un chirurgien des pieds. Il a participé à des opérations d'extraction avec d'autres médecins également. Et donc le docteur Lair s'intéressait beaucoup. Il s'est intéressé pas mal aussi donc, à des affaires, d'autres affaires comme l'affaire de Varginha. Et moi, je suis tout à fait persuadé que c'est sérieux, l'affaire de Varginha. Il m'a raconté qu'ils avaient rencontré le médecin à Varginha, lui et ses collègues, censés voir opérer une fracture à la jambe à un alien qui avait été récupéré dans la région. Parce qu'il y a eu un crash chez Varginha. Et ils ont attendu jusqu'à 6 h du soir qu'il ait fini ses consultations, le médecin. Et puis il est reçu assez brièvement, très embarrassé. Il dit, écoutez, je ne peux pas parler, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Non, franchement, non, ce n'est pas possible. Donc il avait été prié de se taire, hein, le médecin en question. Donc, moi, ce que j'ai compris de tout cela, de ce que j'ai appris sur Varginha, c'est que là aussi, il y a eu une grosse couverture, enfin, une grosse nappe de secrets militaires. Et les Américains ont joué un rôle là-dedans. Ils sont allés voir, parce qu'ils sont embarqués des choses. Donc là aussi, on se heurte à ce problème du secret militaire. Mais je vais vous faire un aveu.
Oui. Moi, après avoir longuement travaillé et étudié, je suis venu à admettre cette politique du secret, cette nécessité du secret. Parce que je rencontre tous les jours qui croient à rien du tout et qui ne veulent rien savoir, qui se mettent éventuellement même en colère. Vous voyez, c'est quelque chose qui est encore très, très chaud, hein, les ovnis. Mhm. Donc il faut y aller doucement, je vous préviens. D'accord. Alors, on s'était promis de faire une conversation d'une durée d'une heure, je respecterai, mais j'ai encore au moins 2 questions à vous poser qui m'intéressent, et Allez-y. d'ailleurs, parce que sinon, croyez-moi, j'en ai encore beaucoup de questions, mais j'en ai 2. La première, c'est celle-ci. Pour quelqu'un qui, comme vous, donc, a passé, je sais pas, on va dire une 50aine d'années à étudier les ovnis de manière Ah non, intensive. Comment? non, non, j'ai commencé à vraiment étudier ça vers le début des années 90. Bon, alors on va dire 40 ans. Je connaissais Oui. déjà pas mal, mais Ah oui. je suis vraiment dans Bon, le début des années 90. alors, OK, une quarantaine d'années. Alors, quelqu'un qui, comme vous, les a vraiment étudiés, est-ce que est-ce qu'on peut penser que ça peut contrebalancer, l'idée des religions, en tout cas d'un Dieu créateur de l'univers? Vous parliez tout à l'heure effectivement que les religions, c'est un sujet précis, mais est-ce que s'il y a les ovnis, est-ce que si les extraterrestres existent, ça peut, entre guillemets, perturber enfin, l'idée d'une création de l'univers par Dieu? Ça perturbe, mais c'est pas, c'est, ce n'est pas une raison pour devenir forcément sceptique en matière religieuse. Mhm. Personnellement, je ne vais pas me prononcer. Je reste D'accord. sur le bord. D'accord. Oui. Mais je, oui, je suis bien conscient que ça, il y a un lien. Allez, je vais vous dire, il y a un cas extraordinaire qui établit un lien avec les ovnis. C'est les visions de Fatima. Est-ce que vous Oui. connaissez Oui. l'histoire des 3 petits bergers Oui. qui avaient vu celui qui croyait, qui ont cru être la Sainte Vierge à Fatima? Ils la voyaient tous les mois. Et puis, ils ont demandé, la fille aînée a demandé une apparition que tout le monde pourrait voir, parce qu'ils étaient les seuls à voir. Il y avait de plus en plus de monde. Et elle a dit, oui, oui, je vais le faire le mois prochain. Et le mois suivant, il y avait 50 000 personnes sur le terrain, à Fatima, à la plaine de Fatima. Et il avait plu le matin, ils étaient trempés un peu. Et c'était très nuageux. Et on a des descriptions très précises de ce qui s'est passé. Il y a notamment un professeur de médecine qui s'appelait Almeida Garrett, qui a dit, moi, je ne sais pas ce que j'ai vu, je suis athée. Mais voici ce que j'ai vu, je vous le décris. Et qu'est-ce qu'il a décrit? On était en octobre 1917. Hein. Il a décrit un ovni qui s'est baladé au-dessus de la foule et qui a séché leurs vêtements. Et qui est reparti. Alors moi, je dis, là, c'est quelque chose, il y a un lien, là, il y a un lien avec le problème des ovnis. Il y a un lien entre religion et ovnis. Là. Mais on sait vraiment pas de ce qu'il en est. Tout cela est très, très confidentiel. D'accord. Mais il y a des gens, ou en tout cas des théories, des gens qui disent qu'en fait, le monde aurait pu être créé par des extraterrestres, carrément. Vous adhérez à ce genre de pensée ou pas? Non, là, franchement, non, le monde créé par des extraterrestres, non, je ne crois pas du tout à une chose pareille. D'accord. Non, je crois qu'il y a une création qui d'ailleurs est extraordinaire. C'est encore. Les ovnis, c'est un tout petit morceau à côté. Hein. Et que cette création, oui, il y a des. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans cet univers gigantesque. Voilà. D'accord. Ah, ça s'entend bien. Et puis, il y a des gens qui nous connaissent. Hein. D'accord. Et alors, une autre théorie parfois qui peut avoir, enfin qu'on peut lire, c'est que, par exemple, quand il y a des témoignages de véhicules
ou un avion qui voit un véhicule, une lumière, ou en tout cas, vous voyez, on va dire un vaisseau qui va dépasser un avion, donc il y a des capacités supérieures technologiques en vitesse, ou même qui peut tourner, ou des choses comme ça, monter, descendre, aller à gauche, à droite, ou en tout cas disparaître à une vitesse phénoménale. Est-ce que c'est forcément quelque chose qui vient de ailleurs dans l'univers, ou est-ce que ça pourrait venir de la Terre, d'une région de la Terre qui n'est pas encore explorée par l'homme? Non, ça, j'y crois pas. Ça. Non? Oh, non, non, je crois que ça vient vraiment d'ailleurs. D'accord. Maintenant, j'ajoute qu'il y a probablement, peut-être, et même probablement, des bases sur Terre ou dans le système solaire. Ah oui. D'accord, Donc, parce que des fois, on parle de complique un peu la l'Antarctique. question. Oui. Ok, d'accord. Parce que ça ne peut pas venir comme on peut lire parfois sur Internet de l'Antarctique où il y aurait effectivement une zone qui n'est pas Oui, alors, explorée. oui, mais il y a des, oui, il y a une hypothèse de base dans l'Antarctique. Mhm. Moi, je me prononce pas trop. D'accord. Je préfère sortir mon joker là, parce qu'il y a tellement de désinformation, il y a tellement de bêtises qui circulent qu'il faut se méfier. Oui, 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 effectivement. Par exemple, enfin bon, je sais ce que vous pensez, vous avez déjà abordé le sujet, mais par exemple, il y a des gens, mais c'est intéressant de le rappeler, des gens comme par exemple Raël, qui avait Oh là prétendu là, avoir été oh là là, Raël, oh là là, voyez? quelle rigolade, Ah oui. quelle, Et quelle imposture. merci. Oui, oui, effectivement. Mais il avait prétendu avoir été sur notre planète, hein, on est bien d'accord. Oui, mais c'est un imposteur intégral. D'accord. Et par exemple, on n'a pas parlé de lui parce que dans l'ufologie française, il y a quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres, surtout dans les années peut-être 70-80, c'est Monsieur Jean-Claude Bourré. Ah, Jean-Claude Bourré, je le connais, c'est Oui. quelqu'un de mais qui a quand même fait du travail tout à fait sérieux quand même. Hein, mais Mhm. bon, je pense que c'est un ami. Hein. On s'est vu plusieurs fois, Mhm. mais je n'est pas un ami très proche quand même. Bon, je ne suis pas forcément d'accord avec sa façon de commenter. Il a un peu, je dirais, un peu trop sûr de lui peut-être. D'accord, d'accord. Et allez, permettez-moi, autorisez-moi une dernière petite question, après je vous laisserai tranquille. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, parce que c'est intéressant, sur la zone 51 finalement, là, un petit peu parlé tout à l'heure sans vraiment la décrire, La zone parce que ça 51, reste quelque chose, un ouais, sujet mystérieux, la quoi. 51, au départ, c'était quoi? C'était une zone d'expérimentation secrète d'avions secrets. Mhm. Ils ont commencé à s'installer là, dans le désert du Nevada, en 1955, pour faire les premiers essais d'avions U-2. C'était la firme Lockheed, sauf erreur, oui. Mais en 1955, il n'y avait encore que quelques baraquements, là. C'était très succinct. C'est devenu depuis une énorme base proliférante et dont on raconte plein de choses, mais qui sont souvent fausses. C'est une façon éventuellement de détourner l'attention sur des vrais lieux où il y a des choses. Je pense à la base de Wright-Patterson, par exemple, et d'autres, où il y a des choses qui se passent. Mais la zone 51, ce n'est pas forcément la meilleure zone pour les ovnis. Hein. Ah oui, d'accord. D'accord. Et ok, entendu. Mais en tout cas, ça reste. Et alors, vous pensez qu'il y a possiblement des engins qui seraient là-bas ou pas, d'après vous? Sur la zone 51 ou ailleurs? Sur la Parce que zone 51, parce sur que. la zone 51, oh, j'ai un doute. D'accord. Je pense que ça se passe plutôt ailleurs, dans d'autres sites, sur d'autres sites au Texas, dans le nord là, des États-Unis. Bon, même peut-être en Floride, dans d'autres lieux. D'accord. Mais la zone 51, oui, il se passe des choses. Il y a des choses, oui, sûrement, oui. D'accord.
Entendu. Bah, écoutez, en tout cas, moi je trouve ça c'est passionnant de vous écouter et puis c'est très intéressant. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin avant de terminer Bien, cet le petit entretien? mot de la fin, ça sera de dire ne paniquez pas, n'ayez pas peur, on ne va pas nous démolir. Si des extraterrestres avaient voulu nous démolir, ça serait fait depuis longtemps. D'accord. Eh ben, c'est rassurant, tant mieux. Non, mais Oui, ouais. Mais c'est vrai que c'est. je dirais que j'ai cité une intervention éventuellement d'OVNI, la Fatima, Mhm. et j'ai pas dit pourquoi ils auraient fait ça. Eh ben, je vais dire, j'avais ajouté une chose, c'est que c'était peut-être pour remonter un peu le moral des, des Européens qui étaient au plus bas à l'époque, en octobre 1917, ça allait très très mal, voyez-vous. C'est vrai. Donc c'est une intervention plutôt positive. J'en ai une autre à citer, si vous m'accordez encore. Bien sûr, allez-y, avec plaisir. C'est que dans les années 90, au début des 90, il y a eu des observations d'OVNI très rapprochées et au-dessus des bases militaires où on avait installé des fusées, des missiles Mhm. nucléaires. Et il y a eu, moi je connais un des officiers qui était en charge l'une de ces, qui était en charge de l'une de ces bases de missiles nucléaires dans le Montana. Et il a écrit un livre là-dessus. Et ce que l'on sait, c'est que des ovnis sont venus et ils ont, en deux coups de cuillère à peau, ils ont désactivé les batteries de missiles nucléaires. Ça s'est passé sur la base de Malmstrom dans le Montana et d'autres. Il y a eu le même genre de choses en Russie. Je tiens de Boris Surinov. Il y a eu des phénomènes tout à fait analogues en Grande-Bretagne, du côté de Randlesham. Et même en France, il y a eu des trucs. Il y a eu un Mirage 4 poursuivi en quelque sorte par un ovni. Enfin, il y a des choses comme ça. Mhm. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le message est le suivant. Il est très simple. Faites bien attention à vos armes nucléaires. C'est très dangereux. Et on ne va pas vous laisser abîmer cette planète. D'accord. Voilà. Voilà comment je comprends la chose. D'accord, bah écoutez, c'est entendu. C'est Bah, pas écoute, mal ouais. pour terminer le débat. Là. Et puis Oui, même, oui. oui, c'est de toute façon un sujet qui est intéressant et qui, comme vous l'avez dit vous-même, il y a encore beaucoup de choses pour lesquelles on n'a pas les réponses et c'est intéressant évidemment de s'informer et de s'intéresser et de Donc, il y a de la chercher. place pour creuser et réfléchir. Même. Mhm. Oui. Ah, puis de toute façon, l'univers reste une source d'étonnement et d'émerveillement sans Nous sommes cesse. entièrement d'accord. Nous sommes dans un univers profondément immense et profondément mystérieux. En tout cas, je tiens à vous remercier. Encore merci, à bientôt, au revoir. Hein.